Aujourd'hui, dans un Cyberflash à -7 avant Noël. Une nouveauté très attendue, la Nintendo 64. Aujourd'hui c'est la fête à Level 1 puisque c'est bientôt Noël et qu'on a Zelda 64, il est là, j'ai la manette à la main, je ne crois pas. Et aujourd'hui voilà, cette confiance, si je veux pas la perdre, il faut que je parte. Parce qu'à mon avis, si je reste à un moment ou un autre, je serai amené à vous mentir et ça j'ai pas du tout envie de le faire. Salut et bienvenue dans Media Story. Histoire, portrait, affaires, Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une chaîne qui a marqué plusieurs générations de gamers, Game One. Le jeu vidéo fait actuellement les beaux jours de YouTube et Twitch. Mais il y a un peu plus de 20 ans, quand ces plateformes n'existaient pas et qu'Internet était beaucoup moins développé, pour regarder du contenu sur le gaming, ça se passait à la télé. Et la référence en la matière était Game One. Retour sur l'histoire de la chaîne. Et restez bien jusqu'au bout, en fin d'épisode, j'aurai le plaisir d'échanger avec Patrick Sarrea, alias Jean Pat, qui a dirigé les programmes et l'antenne de Game One pendant ses premières années. Savez-vous combien de vidéos vues cumule la thématique gaming sur YouTube ? Plus de 8 milliards. Et ça, rien qu'en France. Le jeu vidéo a toujours fédéré une grosse communauté. Dès le début des années 80, alors que les jeux vidéo commencent à exploser en France, il est lancé Tilt, le premier magazine consacré aux jeux sur console et PC. Vont suivre ensuite plusieurs magazines sur la thématique, comme Génération 4, Console Plus ou Joystick. Chez les geeks, ce sont de vraies références pour se renseigner sur leur passion. Si la presse spécialisée dans les jeux vidéo se développe à vitesse grand V, la télé, elle, reste encore frileuse. Il y a certes TF1 qui proposera en 1983 dans Super Défi un concours où deux joueurs s'affrontent sur Pac-Man ou Tetris, et qui, pour l'anecdote, sera présenté par un jeune animateur débutant, un certain Christophe de Chavannes. Mais le programme sera très éphémère. Il y aura aussi Hugo Délire, au début des années 90, sur France 3. Ce n'est pas à proprement parler une émission sur les jeux vidéo, mais c'est carrément un jeu vidéo à la télé. Faisant appel à l'interactivité avec les téléspectateurs, il les invite à faire avancer un personnage via les touches de leur téléphone. La chaîne qui va s'intéresser le plus au phénomène des jeux vidéo est Canal+. Elle lance au milieu des années 90 Cyberflash, une émission consacrée à l'univers vidéoludique et au web, et qui a la particularité d'être animée par une présentatrice virtuelle. Et elle ne passe pas inaperçue auprès des téléspectateurs. Cléo, la vraie fausse animatrice, est en effet un parfait cliché de la présentatrice ultra sexy. Aujourd'hui, dans un Cyberflash à -7 avant Noël. Une nouveauté très attendue, la Nintendo 64 avec des images qui viennent tout droit du Japon. Et une innovation très importante, le PC qui s'utilise sur la télé. Canal+ va aller plus loin dans la couverture de la culture geek en lançant sur son tout nouveau bouquet Canal Satellite C2. Une chaîne hybride entre programmes sur les jeux vidéo et le web et services de téléchargement de jeux et de logiciels. 2 ans plus tard, en 1998, Canal décide de faire de C2 une chaîne sur les jeux vidéo à part entière. C'est la naissance de Game One. Salut, vous êtes sur Game One, la chaîne européenne des jeux vidéo. Game One, c'est du test, des previews, des news, des astuces et des clips de jeux. Mais c'est aussi toute l'actualité du jeu présentée au travers de la BD, de la musique, du sport, des mangas ou du cinéma. Canal+ a de l'ambition pour Game One. D'abord, elle fait entrer au capital de la chaîne l'un des principaux éditeurs de jeux vidéo made in France, Infogrames.
Ensuite, elle annonce dès son lancement souhaiter en faire la première chaîne européenne consacrée totalement à l'actualité des jeux vidéo. Cette volonté d'en faire une référence internationale du genre se traduira à travers les news de la chaîne diffusées en français et en anglais. Du côté des programmes, on retrouve le monde du jeu vidéo sous toutes ses formes. Du classement des meilleures ventes de jeux dans le top 10, au test des nouveautés dans Gameplay, en passant par l'angle de la pop culture dans Warp Zone, ou par les dessous de la création de jeux dans Focus. Sans oublier ces fameux clips, des images de jeux sur fond musical. L'émission qui va sans doute devenir la plus populaire et la plus culte de Game One est celle au concept pourtant le plus basique. Il s'agit de Level 1. Comme l'indique son nom, l'émission a pour but de tester le premier niveau d'un jeu. Ce qui va faire l'originalité du concept, c'est son incarnation et sa réalisation. Animé par Marcus, qui deviendra le visage phare de Game One, il commente le jeu qu'il teste sans langue de bois et balance des vannes comme on le ferait en jouant avec des potes dans la vraie vie. L'émission est improvisée et l'ambiance décomplexée. Si aujourd'hui les vidéos avec ce concept, à savoir le let's play, cartonnent sur YouTube et autres Twitch, à l'époque, c'est inédit. Salut les gars, bienvenue à Level 1. Aujourd'hui c'est la fête à Level 1 puisque c'est bientôt Noël et qu'on a Zelda 64, il est là, j'ai la manette à la main, je ne le crois pas. Je peux bouger le personnage, ça y est. Ça fait 2 ans qu'on attend ça, 2 ans que Nintendo a sorti sa Nintendo 64. On a vu des images de la Nintendo 64 de Zelda dès le début et on l'avait pas. Et aujourd'hui on l'a, super. Alors tout de suite on a pris une version américaine pour vous le faire voir tout de suite. Vous la verrez en français évidemment pour Noël. Mais voilà, en tout cas on peut jouer, donc on s'en prive pas, allez c'est parti, on commence tout de suite. Sur Game One, on ressent vraiment un esprit bande de potes. Les animateurs ont le même âge que leurs téléspectateurs, 25-30 ans, ils ont la même passion, la culture geek, et ils en parlent sérieusement, sans se prendre au sérieux. On retrouve cette ambiance sans prise de tête dans des émissions comme At Game One ou Dawa, des programmes façon libre antenne présentés par El Didou, où il se passe tout et n'importe quoi. Bon allez, un petit peu de musique et du coup je rappelle tout le monde pour qu'ils viennent danser devant moi, allez tout de suite. C'est un ordre, bougez tout de suite. Alors j'ai un moyen de les faire sortir. J'ai de la boisson sans alcool et là évidemment tout le monde arrive. Alors il y a des t-shirts, alors on va vous envoyer des t-shirts. Non attention, les gars, bon vite, venez. Donc toi qui regardes l'émission, tiens un t-shirt, pour toi aussi un autre t-shirt. Mais la folle ambiance va bientôt redescendre. Au début des années 2000, le nouveau big boss de Canal s'appelle Jean-Marie Messier. Il a de très grandes ambitions pour le groupe, mais Game One ne fait pas partie de ses plans. Canal se désengage de la chaîne, qui est donc désormais détenue à 100% par Infogrames. Et là se pose alors une question. Est-ce qu'un éditeur de jeux peut détenir une chaîne sur les jeux vidéo sans en abuser ? C'est le problème d'être jugé parti. Et effectivement, Game One va prendre un sacré coup dans sa ligne éditoriale, car Infogrames édite beaucoup de jeux à l'époque. Il se retrouve donc forcément au cœur des programmes de la chaîne. Sauf que désormais, quand un jeu est critiqué dans une émission, l'émission est tout simplement censurée. Autre problème, la nouvelle direction de la chaîne décide d'adopter une stratégie commerciale plutôt douteuse. Elle propose aux éditeurs de jeux qui souhaitent valoriser leurs nouveautés du temps d'antenne. En gros, les jeux des éditeurs partenaires sont mis en avant dans les émissions de Game One et ces émissions sont multi-rediffusées sur la chaîne. Un vrai système de publicité déguisée. Ce manque d'indépendance va amener au départ d'un des piliers de Game One, Marcus. N'estimant plus être en mesure de critiquer en toute liberté les jeux qu'il teste dans Level 1, il préfère partir. Par contre, pour moi, il y a quelque chose d'encore plus précieux qu'on a gagné au fil des années. C'est votre confiance, la confiance que vous nous accordez. Vous savez que sur Game One, on vous a toujours dit ce qu'on pensait honnêtement des jeux. On a toujours été sincère, toujours très direct avec vous. C'est sûrement pour ça que vous nous aimez autant. Et aujourd'hui, voilà, cette confiance, si je veux pas la perdre, il faut que je parte. Parce qu'à mon avis, si je reste à un moment ou un autre, je serai amené à vous mentir. Et ça, j'ai pas du tout envie de le faire. Donc voilà, je vous dis au revoir aujourd'hui. Je le fais pour vous, je le fais pour moi, par honnêteté intellectuelle. J'espère qu'on se retrouvera bientôt, j'ai pas trop de soucis pour ça. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir supporté mes conneries pendant toutes ces années, vraiment. Et il ne sera pas le seul. De nombreux historiques de la chaîne quittent le navire. Un navire qui prend l'eau.
car les téléspectateurs sont également de plus en plus à se détourner de Game One. C'est l'arrivée d'un nouvel actionnaire au capital de Game One en 2003 qui va permettre à la chaîne de reprendre des couleurs. Et ce n'est pas n'importe quel actionnaire, puisqu'il s'agit de l'un des leaders dans les médias à destination des jeunes, MTV. Parmi les changements les plus importants à l'antenne, on note l'apparition en masse d'animés japonais et de séries, comme Naruto ou South Park. La place du jeu vidéo n'est pas en reste sur la chaîne. Elle diffuse de nombreux docs sur le sujet et elle s'appuie côté émission sur 2 programmes phares de Game One. D'abord, la Game Zone. Dans un décor façon chambre d'ado, Julien et Julie, le duo d'animateurs, accompagnés de leur équipe, reviennent sur toute l'actu vidéoludique et autres geekeries du moment. L'ambiance détendue et chaleureuse plaît au public de Game One, qui devient la 2e chaîne du câble la plus regardée des 15-24 ans. L'autre émission qui cartonne sur la chaîne, c'est Level One. Si le programme a perdu son père fondateur, Marcus, il connaît une seconde jeunesse avec une toute nouvelle équipe qui apporte un vrai vent de déconne. Chaque jour, Johan, Gérard et Nabil introduisent leurs tests avec un sketch où ils interprètent des personnages tous plus décalés les uns que les autres. On retiendra parmi leurs délires le rap de Super Mario, Doria l'exploratrice et le capitaine bourré, ou encore le freestyle What the fuck Paris-Marseille. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. La nuit mes cités d'or, comme dans les quartiers nord de Marseille. Essayez pas de tester le cosinus de mon crew, la circonférence de mes proportions. Pythagore, Thalès, tous unis d'une manière adjacente. Système parallèle, ici les murs sont droits. Si on retrouve l'ambiance bon enfant et roots des premières années, MTV va progressivement faire prendre un nouveau virage à Game One. À la rentrée 2006, Game One affiche ses nouvelles ambitions en adoptant le slogan « La chaîne de la génération digitale ». L'objectif est clairement de s'adresser à un public plus large. Encore plus de séries font leur apparition, tout comme des télé-réalités made in MTV. Les émissions entièrement consacrées au gaming se font plus rares, au profit du high-tech et de la pop culture qui sont davantage au cœur des programmes. Cette stratégie mise en place il y a une quinzaine d'années est toujours en vigueur. Quand on allume Game One aujourd'hui, on retrouve certes les irremplaçables Marcus et Julien Telouk, les tontons gamers de la chaîne, mais on y voit surtout des séries et des mangas. À l'heure où le gaming cumule des milliards de vues sur les plateformes et où le e-sport est en pleine expansion, Game One a fait le choix de ne pas revenir à ses fondamentaux et de ne pas se diversifier sur le web. Le web qui ira d'ailleurs occuper ce créneau à la télé avec le lancement de ES1 en 2018, une chaîne sur le e-sport créée par Webedia, un des leaders du web en France. Malgré ces tumultueux changements d'actionnaires et ces évolutions éditoriales, on retiendra que Game One a été la première chaîne à se consacrer entièrement aux jeux vidéo et qu'elle aura marqué toute une génération de passionnés de la manette. Ça te dirait de goûter un petit jeu de baston? J'en ai un sous la main. Baston, je suis pas très fort. Pas très fort? Allez, je mets ça dans le... Chers amis téléspectateurs, excusez-nous pour cette interruption de l'image. À Game One, on est comme ça, on fait tout à la main. Et voilà, on va se mettre un petit coup de précaire. Non mais il n'empêche que là, on s'est régalé parce que c'est bien. On a joué, on s'est amusé, on n'a pas vu le temps passer. C'est un vrai jeu hyper intéressant. Bonjour Patrick Sarrea, merci beaucoup de nous accorder ce moment d'échange. Je suis très content de vous recevoir pour parler de Game One et notamment de ses débuts. Merci de m'inviter en tout cas et je suis très content aussi d'être avec vous déjà. Alors pour commencer, je vous propose de faire connaissance. Vous êtes plus connu sous le surnom de Jean Pat. Vous travaillez aujourd'hui, vous travaillez pour Webedia, il me semble. Oui, enfin pour partie. Enfin là je vais un peu avancer dans mes activités, mais j'ai été chez Webedia depuis 1 an et demi là pour des beaux projets et je vais certainement avancer sur d'autres univers très prochainement. C'est un scoop, c'est la première fois que j'annonce ça puisque je suis en phase de changement là. Ah bah on est très heureux de commencer cette interview par un scoop. Un grand voilà, merci. Pas mal, hein. Ça commence fort. C'est le hasard du calendrier. Et vous avez travaillé également pour différents groupes dans les médias, les groupes Canal+, les groupes AB. Exactement.
Et à la fin des années 90, vous faisiez partie de l'équipe de Game One, où vous avez produit et réalisé de nombreuses émissions, et où vous avez surtout dirigé les programmes et l'antenne. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé à Game One ? Alors oui, alors si je suis trop long, vous me le dites, parce que c'est toujours pareil. Plus on vieillit, plus on s'attarde sur les histoires. Aucun problème. Alors moi, en fait, je suis obligé de remonter un peu en arrière. Alors j'étais auteur indépendant, j'ai été biographe des nuls, j'ai beaucoup travaillé avec Gilles Berland, le regretté Gilles Berland, qui était un grand spécialiste du rock, de Serge Gainsbourg, et des nuits spéciales sur Canal+, qui a aussi été une des voix des bandes annonces de Canal+. Je grandissais au milieu de cet univers, enfin professionnellement parlant. Depuis mes 20 ans, je tournais autour de mes copains les nuls et tout cet univers. Je voulais être auteur au départ, moi, à la base. Écrire des vannes, écrire des programmes pour enfants. Je l'ai fait un petit peu, d'ailleurs. Et puis, on m'a repéré par Internet, et comme ça, je vais gagner du temps. Et la patronne de C2 Points, l'ancêtre de Game One, on y reviendra, je pense, m'a repéré sur les internets en 1996. On n'était pas très nombreux, donc j'ai été repéré facile. Et puis elle m'a contacté gentiment. Alors moi, le site que j'avais, c'était même pas un blog à l'époque, je sais même plus comment on disait, c'était chez Club Internet, et j'avais la biographie des nuls, justement. Je parlais de la télé déjà, à l'époque, enfin principalement de Canal+. Et puis il y avait mon CV, ma présentation, et elle me contacte un jour en me disant: j'ai vu que vous avez bossé avec des collègues chez Canal, tout ça, et j'ai vu que vous parliez espagnol. On va lancer la version espagnole de C2 Points. C'était à l'époque où Canal était très très présent en Espagne, avec même le bouquet, l'équivalent de Canal satellite en France. Mais elle me dit, voilà, on doit former les équipes, on doit écrire les tests de jeu, etc. Est-ce que ça vous branche? J'ai passé un petit test, tout ça en espagnol, et j'étais un peu le Marcus, puisque Marcus, je l'ai rencontré à cette époque, Marcus de Level One, le grand Marcus, était lui auteur des tests de jeux bande-annonce, des produits en téléchargement sur C2 Points. Je ne sais pas, Thomas, si j'ai besoin de préciser ce qu'était C2 Points pour les plus jeunes d'entre vous. Est-ce que vous voulez que je le vous devancez mes questions, parce que ma deuxième question était justement, est-ce que vous pouvez nous raconter est-ce que vous pouvez nous raconter en gros ce qu'était C2 Points, parce que c'est vrai que j'en parle dans le récit sur Game One, mais c'est intéressant parce que ça nous paraît un peu lointain. C2 Points, on a toujours fait les choses au nouveau programme chez Canal un peu en loose day, en cachette, puisqu'on lançait le numérique, la télévision par satellite, en ce qu'on appelle digital aujourd'hui, en numérique. Il y avait des données qu'on pouvait transmettre, c'était nouveau. Avant, on envoyait un signal vidéo et audio, fin de l'histoire, un peu de télétexte, et c'est tout. Et là, on pouvait envoyer des datas. Et donc, des gens un peu géniaux et un peu précurseurs s'étaient dit, mais pourquoi on ne ferait pas un service de téléchargement par satellite? C'était le but premier de C-Direct. Et donc, sous couvert d'un abonnement et d'un kit qu'on connectait entre le décodeur et son ordinateur, il fallait être aussi sur le modem de la prise téléphonique, on pouvait télécharger des logiciels et des jeux vidéo, gratuits ou payants. Il fallait s'abonner à cette option de CanalSat. Et puis à un moment, mes boss, ceux qui sont devenus mes boss, qui étaient un peu malins et qui aiment la télé autant que moi, se sont dit, on dit au grand patron de Canal, ouais, mais on peut pas juste faire du téléchargement et des bandes annonces de téléchargement, faudrait un peu faire une mini chaîne, quoi. Et en fait, les patrons de Canal n'étaient pas forcément pour, ils voulaient tester la technologie de téléchargement, mais mes pirates de patrons ont décidé de n'en faire qu'à leur tête et ont créé petit à petit, modestement, avec leurs propres moyens, des émissions, une émission sur le web qui s'appelait Magnet, une émission sur les conseils informatiques qui s'appelait Microscan, et puis tout un tas de trucs. Ils se sont même mis à acheter des programmes. On a été les premiers en France à diffuser le célèbre animé Vision d'Escaflowne, qui m'a suivi après sur toutes les antennes où je suis allé. J'ai diffusé à peu près cet animé. Bref, c'était pour ce service qu'on m'appelait, pour en faire l'adaptation espagnole. C'était à peu près en mars 97, pour situer dans le temps, puisqu'on est là pour faire l'histoire des médias. Mars 97, je suis embauché pour être l'équivalent de Marcus
pour C2, C direct version espagnole et pour écrire en espagnol les textes des jeux disponibles en téléchargement sur ce service. Et puis je suis là, ça dure 6 mois et puis finalement je déplais pas trop et puis on voit déjà mon intérêt pour les programmes. J'étais un peu à recommander d'acheter tel ou tel truc, de faire comme ça, de participer à la mise en prod de certaines émissions. J'ai rencontré Ness qui a ensuite été sur Game One, qui présentait le journal du téléchargement, qui donnait l'actualité des produits à télécharger et des conseils techniques pour télécharger les jeux. Moi, j'étais le Gus, je même apparais à l'antenne, j'étais le Gus au standard, je faisais le faux mec du centre d'appel téléphonique pour donner les conseils techniques, et j'étais auteur avec elle des plateaux. Donc j'avais déjà le sens d'écriture, j'avais plus longtemps, mais le sens un peu de la prod, et de la mise en image. Et puis un jour, donc j'intègre C2 France définitivement, je m'occupe plus de l'Espagne à qui on a confié la chaîne, qui est devenue Canal Essai pour être précis ensuite et qui n'a pas duré très longtemps. Et puis au bout de, alors on est passé en 98. Entre-temps, je me suis marié pour vous raconter ma vie. Et puis en début d'année 98. Ouais, je dis pas de conneries. J'essaie de pas mentir. Fin d'année 97, malheureusement, Cyberflash, qui était une émission quotidienne sur Canal, s'arrête. On était producteur aussi de Cyberflash et Cyberculture. L'émission s'arrête, tout le monde est déprimé. Mais dès le mois de janvier, Alain Lodiberder, qui est quand même le papa initial de ce projet, faut rendre à César ce qui est à César. Alain Lodiberder, c'était le directeur des nouveaux programmes chez Canal. C'est lui qui a fait le site web de Canal, qui a lancé le Deuxième Monde, qui a lancé toutes les éditions multimédia qui avait à l'époque chez Canal. Il y avait eu un jeu des Guignols et toute une série de trucs. Il était très précurseur et il est toujours d'ailleurs. Alain Lodiberder, dans un trajet en train entre Lyon et Paris, convainc Bruno Bonnel, qui n'était pas encore député mais qui était patron d'Infogrames, de dire écoute, tu aimes le jeu vidéo depuis tant d'années, tu rachètes la marque Atari, t'es un des leaders français en termes de chiffres, il faudrait qu'on lance la première chaîne européenne de jeux vidéo. Et comme un défi, ça a fini par se signer. Et donc Canal et Infogrames ont signé un accord pour créer une société pour faire la première chaîne européenne de jeux vidéo. Et donc en janvier 98, on nous annonce, à nous, l'équipe de C2 qu'on a 6 mois pour lancer une chaîne. Et on nous annonce aussi la fin de C2 Ceux qui étaient là étaient quand même un peu tristes, mais on sentait l'évolution nécessaire. C'était très, 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 très cyber, comme on dit, C2 C'était très spécialisé et il fallait s'ouvrir au monde et aux gens. Et donc, on s'est mis à travailler pendant 6 mois. Et Patrick Giordano, qui était déjà dans les petits papiers, qui est le papa artistique de Game One, comme j'aime à l'appeler, a monté une structure dans l'équipe de C2 Lui, il dit toujours qu'il était à part, mais bon, il était avec nous quand même matériellement et sur les ressources techniques, il travaillait avec nous. Il s'est mis à créer tout un tas de formats, la fameuse idée de faire des clips musicaux sur les jeux vidéo, de créer un top, des news, etc. Et puis ensuite, le projet de C2 équipe historique de C2 et celui de Patrick Giordano a été présenté à la grande direction de Canal, qui a tranché, qui a préféré le projet de Patrick Giordano, donc qui a été désigné comme premier directeur des programmes de la chaîne et rédacteur en chef aussi. Il cumulait les 2 casquettes et c'est comme ça que j'ai intégré Game One. Dans un premier temps, j'étais j'ai voulu aller vite, mais je m'occupais pendant ce temps-là des activités internet de C2 et de la création du site web de Game One. C'est moi qui ai eu la chance de faire le premier site internet de Game One. J'étais un peu dans la création artistique aussi et des choses comme ça. Au tout début de Game One, j'étais uniquement, on va dire, un peu producteur de certains trucs, mais surtout responsable des bandes annonces, de l'autopromo, essayer de donner une dynamique à la chaîne. Mais voilà comment j'ai intégré Game One pour répondre en 30 minutes à ta seule première question, Thomas. Je suis désolé. Bon, ça s'annonce passionnant parce que là, on a eu énormément de coulisses justement sur cette histoire-là. Et justement, sur ces 2 points, c'est passionnant parce que on voit, justement, j'avais des questions sur le passage de ces 2 à Game One et sur le projet. Et donc, vous nous avez raconté comment vous êtes arrivé à Game One, quels sont les premiers jobs que vous avez eu à Game One. À quel moment vous êtes passé directeur des programmes et de l'antenne? Comment ça s'est fait? Alors, j'ai tué l'ancien directeur du programme. Non, je plaisante. Pratique. Non, alors, c'est une histoire un peu folle.
une histoire un peu douloureuse pour moi en même temps, parce que il y a deux choses qui se sont entremêlées. Gaymoine allait pour fêter c'est un an, sa première année de vie. Entre-temps, j'avais eu la chance de lancer le programme qui était devenu phare en à peine 4 mois de Gaymoine, qui s'appelait @Gaymoine, présenté par El Didou, Guillaume Lassalle, qui était un personnage. L'idée de départ de @Gaymoine, c'est Patrick Giordano qui m'appelle, qui me dit, je connaissais pas Didou, on s'est rencontrés plus en détail à ce moment-là, et qui m'écrit et qui me convoque et qui me dit voilà, t'as fait un format d'émission spéciale pour la fin de l'année, j'aime bien ce que tu fais, je te présente El Didou, on avait une rubrique chez Player One qui était le courrier des lecteurs, j'aimerais qu'on fasse un truc avec le ton d'El Didou comme ça. Le ton d'El Didou, je l'ai pas inventé, c'est le mec un peu tu sais, c'est un peu le mec qui est puni au courrier. Il est un peu amer, un peu contrarié, avec un ton un peu mordant, qui s'empêche pas de dire aux mecs qui font des fautes d'orthographe quand ils écrivent, enfin voilà. Et me voilà à devoir créer ce programme de zéro, avec très peu de moyens, donc avec un fond bleu, c'était pas du fond vert à l'époque. Donc je cogite, je trouve l'idée de prendre simplement une photo du premier journal télévisé français et d'incruster El Didou et de mettre des images au fond de Gaymoine et de l'autopromo de Gaymoine. Et puis on se lance dans cette aventure. Et puis El Didou, il est devenu très très populaire. L'émission, pour te dire, c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. Même quand j'étais directeur des programmes, j'ai pas fait des trucs pareils. On avait 10 minutes quotidiennes, d'accord, qu'on tournait dans une journée de tournage. Et au bout de 2 semaines de diffusion, mais vraiment, hein, j'en suis fier parce que c'est plutôt El Didou qui a le mérite de ça, c'est lui qui était à l'antenne, mais je suis fier parce qu'on est tous les deux les papas de ce truc-là. Au bout de 2 semaines, Patrick Giordano nous appelle et nous dit écoutez, ça marche trop, du feu de Dieu. On a plein de messages audiotel, de messages par Minitel et de courriers, énormément de courriers, en bien comme en mal. Et ben on vous donne 30 minutes. Et d'un seul coup, au bout de 2 semaines, l'émission est passée de 10 à 30 minutes quotidiennes. Je sais pas si tu vois le truc. C'est énorme. En plus, à tourner au kilomètre, hein, c'est-à-dire on faisait une journée, peut-être 1 jour et demi parfois de tournage, mais les budgets étaient très petits, donc il fallait tout cumuler, etc. Même si on était, moi j'étais le réal, il y avait Pierre Boulet qui est devenu réalisateur historique de la chaîne, qui était mon assistant et qui faisait les mises en place, et puis un ingé son et fin de l'histoire. Mais donc il fallait enquiller, et puis il fallait enchaîner quand même de monter les émissions derrière. Bref, on était tellement heureux, et puis moi j'ai une idée complètement con, elle est devenue con avec ce qui s'est passé, tu vas comprendre. Avant la fin de l'été, je dis, bon, l'émission doit s'arrêter pour l'été, vous êtes tellement nombreux à dire du mal de El Didou, on va faire un concours et vous allez voter pour qui présente @Gaymoine la saison prochaine. En fait, il faut que je t'explique, je faisais ça parce que moi, un des trucs que j'aime faire en télé, c'est de montrer les gens des coulisses, les gens qu'il y a derrière. Et c'était un prétexte pour faire défiler une partie de la team Gaymoine pour les présenter aux gens, sous couvert de dire c'est le nouveau casting, voilà qui pourrait présenter. Mais forcément, on était tous mauvais à côté d'El Didou. C'était vraiment la symbolique du truc. Et puis faire une sorte de cliffhanger suspense de merde pour que les gens appellent, écrivent pendant l'été pour voter pour El Didou en masse. Et il revenait comme un héros et tout allait très bien. Et il revient comme un héros. Mon projet se passe bien, sauf que juste, les 1 an de Gaymoine, c'est le 7 septembre. D'accord? Juste avant, 2 semaines avant, on retourne les émissions de rentrée dans un tout nouveau décor que les gens n'ont pas vu à l'antenne. Moi, je l'ai diffusé sur la télé de Jean Pat il y a 2 ans maintenant, je crois, pour l'anniversaire de @Gaymoine, en exclusivité, parce que j'ai les bandes chez moi, on me les a données. J'ai retrouvé les 4 seules et uniques émissions. Et ce qui s'est passé, c'est que El Didou, il avait tendance à être très mordant et très chambreur. Sauf qu'il y a quelqu'un dont je tairai le nom même si je le connais, qui a été balancé à la direction que Didou, sur les tournages, il chambrait un peu trop les patrons. Et à ce moment-là, en même temps, ce que j'ignorais, El Didou était très proche, c'est comme son frère Patrick Giordano. Patrick Giordano est rentré en conflit un peu compliqué sur la vision qu'il avait de la chaîne avec la directrice générale. Ils avaient un regard assez différent sur les choses et ils n'arrivaient pas à s'entendre et c'est devenu très conflictuel. Et ils étaient à 2 doigts de se séparer et de chacun faire sa route. Et en même temps, il y avait cette anecdote de El Didou et ça a été le point d'explosion puisque la boss, la DG, s'est engueulée avec El Didou. El Didou s'est engueulé avec moi parce qu'il a pensé que c'était moi qui avais été dire qu'il se passait des choses alors que pas du tout. Et tu vois, c'est un peu soap opera Gaymoine dans les coulisses. Et au milieu de ça, Patrick Giordano décide et annonce qu'il s'en va
qu'il quitte la chaîne, qu'il est en désaccord. Alors c'était pas des désaccords éditoriaux, hein, parce que lui-même l'a dit ailleurs. Hein, c'était que lui, il voulait développer une sorte de ce qu'il a fait par la suite d'ailleurs avec une boîte de prod qui s'appelait Game Prod. Il voulait, pour que Game One gagne du fric un peu plus vite, fabriquer ce qu'on appelle les trailers des éditeurs de jeux et être un service de fabrication de pubs et de promos pour les jeux vidéo. La patronne ne le voyait pas comme ça, elle trouvait que stratégiquement c'était pas intéressant, que ça allait être chronophage, elle craignait que ça soit au détriment de l'antenne et que ça puisse un peu, comment te dire, cannibaliser le truc et qu'on se demande si c'était des rapports, si on privilégiait éditorialement tel ou tel éditeur. Donc elle a préféré pas le faire et donc ils se sont séparés et c'est comme ça que un soir, c'est la première fois que je raconte ce que je vais te dire là. Ah bah merci. Un samedi soir après le départ de Patrick Giordano, la boss m'appelle et me dit Patrick, elle m'appelait Patrick et pas Jean-Pat, mais un peu Jean-Pat, elle me dit Patrick, voilà, tu sais ce qui se passe, Patrick Giordano s'en va, est-ce que tu veux, j'aimerais que tu sois le nouveau directeur des programmes et de l'antenne de Game One. J'ai pas mis longtemps à dire oui parce que j'aime ce métier depuis toujours. J'ai eu un peu le vertige parce que j'avais que 26 ans et moi directeur des programmes, mon maître padawan c'est Alain de Greff, je me voyais l'être à 40 ans. Mais tu sais, c'est comme dans la vie, quand un truc que t'attends ou auquel tu te prépares t'arrive dans la gueule, autant le prendre immédiatement. Et donc c'est comme ça que j'ai accepté la mission et le rôle de directeur des programmes et de l'antenne. J'y tiens beaucoup parce que il y a plein de métiers. J'étais aussi en charge des acquisitions on avait quelqu'un qui faisait les acquisitions, mais j'ai demandé à être attentif aux achats de programmes parce que c'est un tout. Tu peux pas être juste directeur des programmes. Tu dois aussi gérer l'antenne. C'est-à-dire vraiment confirmer à quelle heure commence et quoi et quand tout le temps. Pas juste dire j'ai des super programmes, démerdez-vous à les placer. C'est un tout. Et pareil sur l'acquisition de programmes. Et c'est comme ça donc qu'elle m'a désigné. Je ne te cacherai pas que ça a été douloureux les 6 premiers mois parce que tout le monde était très attaché à Patrick Giordano, y compris moi, hein, et on est resté toujours copains. On n'a jamais été fâchés à titre personnel, Patrick Giordano et moi. Et c'était encore plus douloureux parce qu'il était à la fois directeur des programmes et rédacteur en chef. Donc il a fallu aussi désigner un rédacteur en chef. C'était un gars qui s'appelait Xavier Lambert, qui venait aussi de l'équipe de C2 Points, et avec qui on a avancé tant bien que mal. Mais je te cacherai pas que moi, n'étant pas un gamer pur jus, mais un homme de télévision d'abord et avant tout, j'ai eu beaucoup de mal au début à trouver ma place, surtout à 26 balais, et je leur ai simplement dit, c'est 2 métiers différents. Le directeur des programmes, il est là pour faire briller ce que vous, journalistes et artistes, faites, et pour attirer le plus grand nombre de gens et appeler le plus d'attention. Bien sûr que j'ai la passion du jeu, je ne suis pas journaliste de jeux vidéo, je l'ai jamais été. Bon, là, au bout de 23 ans, je connais un peu bien cet univers, mais c'est pas mon cœur de métier. Mon cœur de métier, c'est de fabriquer des chaînes et de faire qu'elles aillent le mieux. Voilà en gros. Et ben c'est passionnant, c'est une véritable série, on s'aperçoit cette histoire de Game One. Tu t'es endormi, arrête, je t'ai saoulé, tu t'es endormi. J'ai entendu un petit ronflement discret, mais je l'entendais. Ah moi, j'ai pas réussi à le cacher. Non, c'est vraiment passionnant. Et justement, vous le disiez, c'est ça qui est assez marrant, c'est que vous ne venez pas de l'univers du jeu vidéo, alors que j'ai l'impression que la majorité de l'équipe de Game One venait de cet univers-là. Vous, c'était quoi votre vision justement quand vous étiez directeur pour Game One? Alors, moi, en fait, ce que je me suis tâché de faire, c'est de prendre le cahier de jeune padawan de ce que j'avais appris de la télévision, de mon parcours d'avant, de producteur, d'auteur et de passionné. Moi, j'ai ça dans le sang depuis toujours. Faut que tu saches que moi, quand Canal est né, je connaissais les grilles de multidiff par cœur. J'avais pas besoin de regarder la grille. Le film qui passait en avant-première le vendredi. Alors maintenant, ça a changé, donc je peux faire le malin à te le dire. Le film de vendredi 20h30 à l'époque, je savais te dire qu'il repasserait le dimanche à 9h, le samedi dans la nuit, plus 6 jours, tu le retrouvais le lundi à 14h, et voilà. Donc je suis un geek des grilles de programme. Et donc moi, ce que j'ai fait, et ce à quoi je me suis attelé, et ce à quoi je travaillais déjà sur la première année, c'était de créer des rendez-vous horaires. Le plus gros problème, mais c'était par carence de temps de programme que Patrick Giordano et de moyens, qu'on l'a pas fait dès la première année, mais il y avait un gros problème, c'est-à-dire que il y avait d'énormes créneaux de clips de jeux vidéo, mais toujours les mêmes parce qu'on n'avait pas les moyens d'en produire plus. Donc on perdait l'attention des gens aimaient les clips, mais c'était tout le temps les mêmes. Deuxièmement, la diff et la multidiffusion dont je te parle justement étaient pas du tout pensées, c'est-à-dire que une des méthodes les plus malines, c'est de vraiment
vérifier que s'il y a un mec qui se réveille tous les matins à 9h en mettant ta chaîne, tu dois faire en sorte, coûte que coûte, qu'il n'y ait pas la même chose tous les jours à 9h. Coûte que coûte. Quitte à rediffuser à J+15, etc., si t'as pas les moyens. Et ça, c'était des trucs qui parlaient pas à Patrick Giordano. Patrick Giordano, c'est un journaliste, c'est un homme de programme, de concept de programme, c'est un journaliste de jeux vidéo, mais tout ce qui est programmation, etc., c'est quelque chose qui le préoccupait pas plus que ça, mais c'était indispensable, et la suite me l'a prouvé, puisqu'on a quand même, j'ai eu la chance d'être dans une époque où on a été leader sur les 15-35 pendant les années d'or de cette époque, parce que j'ai stabilisé une grille. Alors, on a changé les émissions après, je vais y revenir plus tard, parce que ça fait en 2 temps. En un premier temps, j'ai stabilisé la grille dans la manière d'annoncer les programmes, puisque j'étais déjà à l'autopromo. J'ai fait en sorte qu'il y ait des cartons qui, à la fin d'une émission, disent « Tu peux la revoir tel jour, telle heure ». Tout ce que je t'annonce là aujourd'hui, ça va te paraître complètement con, parce que tout le monde le fait, mais je te promets qu'à l'époque, il n'y en avait pas qui le faisaient. C'est pour ça que c'était un peu... Et c'est comme ça qu'on a capté l'attention. Je prenais, comme je viens de te le dire... Alors, on avait le frais le soir, entre 18 et 20 heures si on arrivait en termes de volume de programme. Il y avait à l'époque Warp Zone, Gameplay, déjà Level 1, Focus, etc. Donc les Warp Zone, il y avait le ciné, le sport, etc. Donc je m'amusais à bien aligner pour que ça soit différent à chaque ligne horaire. Je te cache pas qu'il y avait tellement peu de formats à l'époque que c'était un vrai casse-tête. Mais moi, j'adore les casse-têtes. Mais mon premier objectif, et puis il y avait des outils de diffusion aussi, hein, c'était pas au top, c'était pas des serveurs comme aujourd'hui, tout était sur bande, les bandes s'abîmaient, il fallait rééditer des PAD, donc les bandes à diffuser, donc c'était vraiment une époque, je sais, je me fais vieux, mais c'était une époque où c'était vraiment pas si simple de caler une grille de programme, parce que les bêtas elles faisaient 30 minutes, ou 1 heure, ou 90, enfin tu vois, il y avait des contraintes techniques qui empêchaient de faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais moi j'ai fait l'identification des cases programme, leur donner des vrais noms, l'identification du rendez-vous horaire en fin de chaque case. Tiens, t'es en train de kiffer, mais t'arrives à la fin de gameplay, tu sais que ça repasse tout à l'heure, demain, après-demain, à telle heure, telle heure, telle heure. Beaucoup d'autopromotion, beaucoup de bandes annonces, et puis aussi beaucoup de synthé à l'antenne pour bien marquer ce que c'était, etc. Des choses qui sont évidentes, hein. Moi, je te dis, très humblement, nos métiers, on réinvente pas la roue. C'est-à-dire que pour capter l'attention d'un auditeur, il y a des codes, il y a des mécaniques, il y a des réflexes. C'est pas la peine de réinventer la roue parce que justement, tu te trompes. Le journal de 20h, il est à 20h. Faut pas réinventer la roue. Changer le truc, changer les machins, c'est formidable. Mais si t'arrives pas à fixer des rendez-vous horaires, c'est comme ça que j'ai réussi à convaincre Marcus de faire de Level 1 un rendez-vous quotidien, donc ça a été une torture parce que Marcus avait beaucoup de boulot, etc. Mais je le suppliais de, 1 fois par semaine, tourner les 5 de la semaine, 2 semaines en avance, on faisait à l'époque. C'est comme ça après que j'ai créé le Level 1 invité dans la même, voilà, Level 1 invité, c'est typique de ce que j'ai pu apporter à la chaîne humblement, c'est que quand j'appelais la presse média, ils prêtaient très peu d'attention à Game One, on va se le dire en vrai, hein, très très peu. Et moi, j'avais besoin de visibilité, on n'avait pas les moyens de faire des campagnes de pub de partout. Un des challenges, c'était d'avoir des tronches. Donc, Level 1 invité, on a kiffé de le faire, mais le but premier de Level 1 invité, c'était d'avoir des encarts dans Télécable Hebdo ou Télé 7 jours, que sais-je, et on les a eu d'ailleurs, et j'en ai été très heureux. C'est comme ça qu'on a eu Omar et Fred, on a eu du Evangélie, improbable au départ, mais Evangélie, bah ouais, mais tu vois, regarde, ça part d'une connerie, c'est-à-dire que c'est vendeur coco, c'est-à-dire que les magazines télé, Evangélie, ils en faisaient une demi-couve ou un quart de couve, et nous, on se disait, ah, merde, Evangélie, elle a été adorable, Marcus pourra te le dire, il a tiqué un peu, il m'a dit, mais putain, je vais lui dire quoi, Evangélie, pendant 20 minutes, et ça s'est très bien passé, et ça nous a permis, voilà, moi, les petits apports que j'ai pu faire, c'était ça, c'est de rendre vraiment grand public quelque chose qui n'y était pas, et de créer et de normaliser, d'en faire une vraie chaîne de télévision. Elle était ovni de par le ton dont on traitait les émissions. On était tous barrés, on était comme à la maison. Et ça, il fallait le garder, je voulais le garder. Et je suis fait comme ça. J'aime pas les trucs un peu faux, qui sonnent faux, etc. Et il fallait surtout le normaliser pour qu'on nous voit, quoi, tu vois. Et justement, vous nous parlez de cette ambiance roots, si on peut dire, cette vraie camaraderie qu'il y avait entre vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'ambiance de Game One ? Combien vous étiez ? Comment ça fonctionnait ? Alors, c'est simple, on se lavait 1 fois tous les 3 mois pour être sûr de faire vraiment roots. Non. Alors écoute,
c'était vraiment, alors c'est horrible, hein, parce que t'entends ça tout le temps, je suppose, mais c'était vraiment un esprit un peu famille, quoi. C'est-à-dire que, alors, déjà, je vais parler pour moi, déjà, petit 1, et puis après, je vais te confirmer, en partant de mon problème, je vais te confirmer que c'était vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je m'étais marié l'année d'avant. Écoute, heureusement que ma femme, coup de bol et le hasard, ma femme, je la connais depuis l'école, donc on s'est pas pistonné, mais elle bossait aussi pour Canal+. Elle s'occupait des chaînes, enfin, elle bossait pour les chaînes thématiques, Canal Jimmy et tout, etc., à la direction. Écoute, c'est simple. Elle venait me rejoindre en sortant du boulot, on va dire que même elle faisait des horaires un peu compliqués, elle venait me chercher à 20h, à 4h du matin, elle était endormie à côté d'un banc de montage parce qu'on n'avait pas terminé tel ou tel truc, et c'est la vie comme ça qu'on a vécu pendant tout le temps où on a été à Game One, c'est-à-dire que c'était vraiment j'allais dire notre deuxième maison, mais limite la première, quoi, parce que les heures que j'ai passées dans ma vraie maison versus celle de Game One, et pour la plupart, c'est pour ça que je préfère commencer par te dire comment je vivais pas tout seul, et j'ai pas fait la chaîne toute seule, loin de là, et toutes les équipes étaient motivées dans ce niveau, c'est-à-dire qu'on était vraiment, et c'est aujourd'hui, quand on dit c'était mieux avant, etc., moi je déteste ça. Ça dépend d'un état d'esprit. Moi, par exemple, tu me parles de Webedia, j'ai retrouvé un peu ça chez Webedia, tu vois. J'ai retrouvé le côté où on kiffe ce qu'on fait, on reste. Alors moi, je te cacherai pas que à 49 ans, je restais pas jusqu'à 4 heures du matin si je pouvais éviter, mais il y a la même énergie. Et Game One, c'était ça. C'est-à-dire que, l'objectif premier, c'était de réellement finir notre boulot et pas au garde à vous chef. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé de passer 24 heures sans m'arrêter sur un banc de montage parce que je m'étais engagé à faire une spéciale jeu d'horreur à cause du festival du film d'horreur de Gérard May. J'avais été faire des sujets là-bas et que pour des histoires un peu cons, c'est-à-dire que je vais te raconter des anecdotes. J'étais sous après tous les dîners, j'ai pas pu faire les plateaux jusqu'à la fin avec Juliette l'animatrice. Ils avaient pas la moitié des magnétos, mais il fallait que je livre cette émission que j'avais annoncée à la presse. J'ai passé les 24 heures dans la souffrance, mais aussi dans le côté familial, c'est-à-dire que il y avait l'autre pote qui montait une autre connerie à côté, on se challengeait sur la rédaction, de quoi on pourrait parler, tiens, fais-moi un clip sur ce truc-là. Tu vois, quand je te le raconte et quand je le revois, c'était vraiment un truc, il y avait des tâches contraignantes, hein. Mais en fait, dans tous les métiers, il y a des tâches contraignantes. C'est ce que je dis souvent sur nos métiers. Il fait beaucoup rêver, mais le 10% de kiff, t'as eu 80% de galère souvent. T'as pas de matos, t'as pas les moyens, t'as une équipe compliquée, t'as des conditions de tournage, de montage, de production compliquées. Mais les 10% de kiff, oh là là, on les donnerait pour rien au monde. C'est pour ça qu'on fait ces métiers. Et c'est pour ça qu'aussi, on est content quand ça plaît aux gens. Mais l'humeur et l'ambiance, c'était vraiment, c'était parce que j'ai pas envie de dire camp de vacances parce que c'était pas des vacances, hein. On bossait vraiment, je peux te dire vraiment beaucoup, quoi. Mais c'était famille, quoi. C'était oui, en plus c'était vraiment famille, c'est-à-dire que on connaissait à peu près tous la vie de tout le monde, on était tous à peu près bienveillants les uns envers les autres. Je te dis pas que tout le monde s'aimait, hein. C'est comme dans une famille, hein. Il y avait des gens qui s'engueulaient, il y avait des gens qui pouvaient pas s'encadrer, mais voilà. Je vais te faire la phrase de vieux patron. On avait tous le même destin et le même objectif final, faire kiffer les gens. Mais vraiment, c'est pas une façon de parler. On se disait, on est tellement fiers quand dans la rue, les mecs nous arrêtent en disant, ah, mais avec les t-shirts Game One, tu bosses à Game One, là, putain, j'adore. Mais vraiment, on en était là, tu vois. Et pas par ego mal placé, parce qu'on est dans des métiers où la reconnaissance fait quand même un bout du boulot, quand même. On va arrêter de se mentir, hein. C'est pas des histoires d'ego, mais on est très content, d'avoir des mails où on nous dit, putain, je suis tellement heureux. Moi, 23 ans après, quand un mec m'explique que j'ai un peu enjolivé son enfance avec les omnibus ou avec la programmation de telle série ou tel truc, évidemment, c'est ma légion d'honneur. Parce que moi, au départ, je fais des émissions sur des chaînes de flux. Je sais par défaut que ça part à la poubelle parce que tout passe, tout lasse. Quand t'as des gens qui ont été marqués par ça, qui ont choisi des parcours professionnels, des parcours de vie par rapport à cet ADN qu'on avait à l'époque, moi, je suis super fier, quoi. C'est beau, en tout cas, parce que on ressent effectivement la passion et cette envie de faire la meilleure télé possible. Et c'est ça, ouais. Et on va parler maintenant d'une période un peu moins joyeuse, c'est en 2002. Alors en 2002, donc Infogrames est devenu l'unique actionnaire de Game One et vous avez quitté la chaîne comme plusieurs membres de l'équipe de Game One à cette époque. Comment vous avez vécu cette période et votre départ de Game One ? Alors,
Avant de te dire comment je l'ai vécu, faut forcément que je t'explique comment ça s'est passé, sinon ça n'aura pas de sens. Ouais, tout à Parce fait. que j'ai beaucoup souffert de ça, j'ai été extrêmement triste de ça. Écoute, alors, on dirait que j'ai Alzheimer. Je crois que c'est à l'été 2001, ouais. À l'été 2001, non, mais je dis des conneries. Putain. Alors, il y a, je me rappelle d'une période de Noël où Pierre Lescure vient nous saluer et vient nous dire, ah bah non, mais c'est à, voilà, décembre, putain, c'est bizarre, en fait. Ouais, non, alors attends, Je pourrais pas vous aider. Ouais, mais attends, forcément, j'essaie de me resituer dans le temps. C'est forcément décembre 2000, mais ça me paraît tôt. Pendant les fêtes de Noël, Pierre Lescure vient nous voir, à Guémoine, et il était passé plusieurs fois, mais là, il vient nous voir, solennellement, pour nous dire que, sur consigne de l'autre blaireau, là, Jean-Marie Messier, Canal se sépare d'un certain nombre de chaînes thématiques pour recentrer. C'est l'époque où il y a eu Universal et toutes les histoires après, etc. Il doit se séparer, céder ses parts dans Guémoine. On est tous très tristes. Il nous dit très solennellement qu'il sera toujours là pour nous et que malheureusement c'est des choix industriels et économiques et d'organisationnels et que c'est comme ça malheureusement. Et il est très bienveillant avec nous. À partir de là, déjà, on commence à se dire merde. C'est là où j'ai lu pas mal de choses un peu, et d'anciennes Guémoines aussi, sur lesquelles je suis en désaccord profond, parce que c'est trop facile. Il y en a qui disent, on dit Infogrames, on dit Bruno Bonnel, on dit Michael Sportus, qui est devenu président, je viendrai après, c'est les vilains petits canards, mais sans eux, Guémoine serait morte. Certes, factuellement et matériellement, oui, puisque ils ont porté l'actionnariat tout seul pendant, je crois, 2 années. D'accord? Mais, est-ce que parce que tu sauves un truc, t'en fais de la grosse merde et tu la vends aux annonceurs? Non, pas du tout. Tu vois, c'est là où moi, mes chemins et mes opinions se séparent de certains autres qui l'ont dit encore récemment, et des copains, et c'est pas grave, c'est le principe de la vie, on peut être en désaccord. Mais non, moi je peux pas entendre, grâce à Infogrames, Guémoine est toujours vivant. Sur les faits, oui, mais avec une telle souffrance. C'est-à-dire que donc, pour continuer dans ton histoire et pour répondre à ta question quand même, parce que sinon c'est pas drôle, on apprend ça. C'était Gilles Liorel qui était le beau-frère de Bruno Bonnel qui était président, puisque quand Canal et Infogrames étaient actionnaires, le PDG était Infogrames et la DG historique, qui était déjà la DG de ces 2 points, c'est Nathalie Cosse-Cernand, qui est aujourd'hui à la Fémis, qui est passée par le patron du cinéma chez Canal aussi. Après, Nathalie Cosse-Cernand était DG et lui président. D'accord. Et puis là, les premiers mois, oui, ça y est, le chronogire revient. Donc ça, c'est décembre 2000. Les premiers mois, sur l'année 2001, on n'a rien senti jusqu'à l'été. À part que j'avais mis à l'antenne Tart Up, une émission un peu divertissante, je sais pas si tu t'en souviens, c'était présenté par Hughes et des chroniqueurs. C'était censé parler de la pop culture, mais malheureusement, elle n'a pas du tout trouvé son public. C'était une des rares émissions qui ne recevait qu'une réaction du public, et c'est celle qui me coûtait le plus cher, puisque une fois sur 2, elle était en direct, puisqu'entre-temps, on avait déménagé et eu des moyens de direct. Elle marchait pas. Et un jour, c'est la seule fois où le patron m'a engueulé, et c'était le patron, le PDG, Gilles Liorel, qui venait qu'une fois par semaine, le mercredi, pour relever les compteurs, et il me dit, dis donc mon vieux, j'ai vu la Tart Up, ça coûte une fortune, je trouve que c'est pas bien, on est une chaîne commerciale, il faut ramener du blé, parce que sinon ça va pas le faire. Là déjà, quand il m'a vendu ça comme ça m'a piqué un peu. Mais comme je suis fourbe et vicieux, j'ai dit, ok, tu veux ramener de l'audience, eh ben on va faire revenir El Guidou. Et au désaccord complet de Nathalie Cosse-Cernand qui s'était clashée avec lui, hein. Et elle a défendu Tart Up. Donc, entre-temps, on avait fait la paix avec Guillaume, etc. On se parlait très peu, mais on se parlait. Je l'appelle et je lui dis, écoute, voilà, je te propose de revenir sur Guémoine, cette fois-ci en direct, donc tu n'auras plus du tout aucune censure de rien, tu n'en as jamais eu, mais tu n'en auras pas. Par contre, le reste de la direction m'impose que tu sois avec une co-animatrice. C'est là qu'on a découvert Anne-Lise, qui venait de la chaîne CSAT, qui est comédienne maintenant, qui joue dans des séries, dont une infirmière sur France 2 très connue, et bien sûr, je vais oublier le nom au moment où je t'en parle, Nina,
Nina, je crois que c'est, voilà. Oui, tout à La fait. série Nina. Voilà, Anne-Lise M. Et donc, je crée le duo. J'arrive à monter, tant que faire se peut, le projet en désaccord avec ma directrice de prod, ma directrice générale, plein de gens en interne, l'équipe de Start-up triste d'arrêter l'émission. Enfin, je te passe tous les impondérables de quand t'arrêtes une émission, etc. Parce que c'est la première fois sur Game One que j'arrêtais vraiment une émission sans en redonner une autre à l'équipe. Mais c'est le jeu de la télévision. Mais c'était la première fois. Et puis il vient, et puis d'un seul coup, grâce à El Didou et son côté clivant, j'ai fait un carton plein d'appels audiotel, donc c'est du fric. En plus, j'avais mis des jeux concours pour gagner des consoles de jeux, des conneries, des machins. Et d'un seul coup, Gilles Yorel était très content de moi. Et il est venu me féliciter. Il aimait pas du tout le programme, mais il m'a dit, voilà, c'est très bien. Donc tu vois, ça par exemple, c'est une de mes fiertés parce que quand on te dit oui, alors, il faut être commercial et tout, si t'es un peu malin, tu sais que tu dois vivre des annonceurs, de la pub, et tu dois générer du fric, mais t'es pas obligé de faire la dernière des daubes. Et Dawa, alors il y a des gens qui détestent Dawa, donc moi je suis fier de Dawa parce que c'était une émission complètement improbable dans laquelle tout le monde avait la parole. Il y avait une vraie relation avec les téléspectateurs et elle aussi, elle est restée dans l'histoire. Et donc voilà. Et puis arrive l'été 2001, voilà, j'y vais, et là la DG nous convoque, le reste de l'équipe de direction, et elle nous dit voilà, ça y est, ils ont viré Gilles Yoret, on nous met un nouveau PDG, elle m'annonce que c'est un mec de mon âge, j'avais 30 balais à l'époque, il vient, et puis des têtes vont sauter forcément quand on refait une direction. L'autre il est arrivé, ça a pas loupé. Et ça, c'est légitime, hein. Tu vois, la mission qu'il avait de la part de Bruno Bonnel, c'était de faire des économies à Game One qui perdait immensément d'argent. Donc, il devait couper. Sauf que lui, il l'a coupé par le mauvais prisme à mes yeux. Et c'est pas qu'à mes yeux, dans ma philosophie. C'est-à-dire qu'il est arrivé, au lieu de dire on déménage, on arrête de payer une blinde des locaux en face de chez Canal, un plateau de 120 mètres carrés qui sert pas forcément, une régie qui est une régie qu'on avait rachetée de la Coupe du Monde et des trucs qui coûtaient une fortune. Non, il commence par dire tel monteur, tel graphiste, ils servent à rien, et il me donne une liste. Il m'a donné une liste en me disant voilà, on va faire le ménage. Entre-temps, il avait viré la DG, il avait viré le directeur technique, il renouvelait le parc et tout. Je savais que mon heure allait venir à un moment ou à un autre, tu vois. Je savais déjà. Moi, j'avais commencé à faire des deals de série SF avec Warner Bros, à commencer à faire des cases, enrichir la chaîne. Il a annulé tous mes deals et tout. Limite, ça a été humiliant au MIP, comme si j'étais pas directeur des programmes. Donc là, déjà, j'étais un peu tendu parce que c'est notre bébé Game One, qu'on le veuille ou non. Matériellement, moi je suis entrepreneur, je sais que c'est pas mon bébé et que tout passe et tout avance. C'est comme aujourd'hui, Canal+ n'est ni à Pierre Lescure, ni à moi, ni à personne. Elle est aux actionnaires et voilà, c'est comme ça. Mais on a créé le bordel, donc on est un peu attaché et donc parfois on souffre, parfois on a de la peine. Et donc ce mec arrive, me dit ça se passe mal. Je lui dis non, moi il n'y a pas de gens à licencier, faut faire des économies. Et puis je bois un coup parce que je me fatigue moi-même, excuse-moi. Et puis, résultat des courses, on n'arrive pas à s'accorder et puis il me demande de partir. Alors après, on rentre dans des basses considérations matérielles. Je lui dis, oui, mais moi je pars pas comme ça, j'ai aucune raison de partir comme ça. Et je n'ai pas fauté, je n'ai pas démérité. Donc il va falloir qu'on s'entende, etc. Et entre-temps, là, il commet le pire délit qui fait les beaux jours de la télé de Jean Pat, c'est qu'il décide de virer la moitié de la bandothèque. Et il faut savoir que les chaînes thématiques, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais à l'époque, l'INA ne récupérait pas les archives des chaînes thématiques. Donc ça finissait directement à la benne, à la poubelle. Ouais, ce qui est dommage. Je suis pas Picasso, Didou, c'est pas Shakespeare, mais ne pas avoir ça quelque part, Marcus, c'est pas De Vinci, mais perdre ce patrimoine, c'était horrible, horrible. Et donc en plus, le choix qu'il avait fait, puisqu'entre-temps, il était acté, Didou est parti, Anne-Lise est partie, Marcus était sur le point de partir, on est partis quasiment tous en même temps en février 2002, et donc lui, le PDG, dit tout ce qui est avec les gueules de ces gens-là, comme de toute manière ils nous attaqueront si on utilise des images, on les fout à la poubelle. Et c'est là que moi je me suis mis d'accord avec lui pour les récupérer. C'est comme ça que j'ai 350 bêtas, mais je pense qu'il a dû en virer. C'est horrible, hein, rien que d'y penser, ça me fait pleurer. Il a dû en virer le double, voire le triple en vrai, qui ont fini à la poubelle, qui sont nulle part, quoi. Donc c'est malheureux. Et donc je suis parti parce que en plus de toutes les souffrances que je viens de te dire, il s'est avéré, je sais pas s'il y a de prescription, il s'est avéré que ce mec, avec la régie publicitaire, imposait aux journalistes de la rédaction de dire du bien de jeux qu'ils n'étaient pas forcément. Voilà. Et là, c'est pas possible, ça. On peut pas, comme l'a déjà dit 1000 fois Marcus, on peut pas être une chaîne regardée principalement par un public plutôt jeune, ou adolescent, ou jeune adulte.
qui nous fait confiance, parce qu'on fait confiance à Marcus, on fait confiance à Alex Nassar, à Juliette, à Bertrand, à tous les animateurs de l'époque, on leur fait confiance. Nous mettre à faire maintenant des sujets sur des jeux et dire que Tintin c'est un jeu formidable parce qu'il a un infogramme, on ne peut pas. Sauf que le mec, il en faisait des deals commerciaux. Tous les éditeurs de jeux, ils payaient. Et donc, à ce moment-là, moi j'ai dit stop, terminé, fin de l'histoire. Je veux pas être associé à ça, pas une seconde. J'ai même dénoncé ça au CSA, auprès du CSA. Il y a eu un article dans l'IB où je témoignais anonymement parce que j'étais en procédure avec eux, mais le CSA avait mes coordonnées, mes contacts. Le CSA n'a jamais bougé, je le dis, c'est triste. C'est pas les mêmes dirigeants du CSA d'aujourd'hui, donc que ceux d'aujourd'hui ne se vexent pas. Mais le CSA n'a pas bougé du tout d'un iota. Ils n'ont pas été inquiétés alors qu'ils faisaient de la publicité clandestine à l'antenne sur Game One. Voilà. Et donc, c'est pour ces raisons que il était dans les faits matériellement impossible de rester parce que comme je te l'ai dit au préalable, on dit c'est notre bébé, mais matériellement moi je suis pas actionnaire. Donc l'actionnaire il fait bien ce qu'il veut. Mais par contre, de notre liberté de dire bah non, on n'a pas envie de cautionner ça quoi. Ah oui, tout à fait, Après, on comprend bien. Après comment je l'ai vécu, j'étais alors à titre personnel, j'ai vécu ce qu'on appelle une progression professionnelle en vrai. C'est-à-dire que AB m'a débauché en même temps, il savait pas que j'étais sur le départ de Game One, donc j'ai ouvert des négociations, et comme on avait cartonné toute leur chaîne AB1 manga en audience avec Game One, mon profil les intéressait, ils avaient pour projet de candidater à la TNT avec différents projets de chaînes, et ils cherchaient un directeur des programmes adjoints pour les chaînes de divertissement, et donc je quittais Game One, dont j'étais directeur des programmes, pour m'occuper non plus d'une, mais de 6 ou 7 chaînes thématiques, manga, XXL, AB1, les chaînes cinéma, plein d'autres choses. Et pourtant, je pense que c'est pour ça que je te précise ça, et pourtant, j'ai passé quasiment 1 an, mais triste comme les pierres, tu sais pas comment, quoi, quand j'étais chez AB, alors que professionnellement, ça a été une éclate. J'ai créé des formats. On a créé NT1 qui a gagné la candidature à la TNT, qui s'appelle TFX aujourd'hui. Il y avait plein de beaux projets, mais je ne te cacherai pas en effet que c'était notre premier bébé, quoi. C'était la 2e chaîne avec Canal, avec C2 Espagne à laquelle je participais en création. J'en étais devenu directeur des programmes. C'était une vraie douleur. C'était pas un moment agréable et ça m'a pesé pas mal de temps, de longs mois, on va dire, quoi. Et aujourd'hui, quand vous voyez Game One, donc qui a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui et depuis la reprise notamment par MTV, elle parle assez peu de jeux vidéo, elle diffuse beaucoup de séries et de mangas. Est-ce que vous regardez la chaîne aujourd'hui et qu'est-ce que vous en pensez, vous, au regard de ce que vous avez vécu justement, de tout ce que vous nous avez raconté? Alors, je vais essayer de pas faire de langue de bois. Parce que toi tu veux me foutre dans la merde en fait au final. C'est un piège. Non. Alors je vais être très franc et très honnête. Je regarde Game One au moins pour la team Game One. Et puis maintenant ils ont remis Level One donc je regarde. J'ai passé de longues années à ne pas regarder. On va dire avant le rachat par Viacom, j'ai pas du tout regardé. Par contre j'avais des copains là-bas, je passais les voir, etc. Vraiment. Mais on va pas se mentir. À cette époque-là, tu sais, c'est un peu, je prends toujours cet exemple, pourtant j'ai pas le permis. C'est comme quand tu vends ta première bagnole à un pote, parce que tu dois passer notre voiture, mais ça reste ta première bagnole, et que le pote, il en fait n'importe quoi. Il la nettoie pas, il passe pas l'aspirateur, il l'emmène jamais nettoyer, et puis toi tu te dis, putain, mais regarde ce que je lui ai donné, dans quel état c'est. C'est le sentiment que j'avais en regardant Game One, vraiment. Parce que moi je suis un mec de programme, et quand on met Hulk Hogan, Samantha Hoops, et j'en passe, et encore des pires, sur l'antenne de Game One, j'ai juste envie de chialer. Je me dis, il y a une incohérence absolue, c'est pas possible. Un sentiment de gâchis, un peu. Alors, les premières années, oui. Après, quand il y a la phase, comment c'est leur slogan, Génération digitale. Alors, sur ce truc-là, et c'est là où vraiment, je respecte, parce que, par exemple, Patrick Giordano, il pourrait donner un avis sur l'époque où j'y étais. Et moi, je pourrais donner un avis sur l'époque où lui le faisait. Mais c'est pas très respectueux du travail de chacun. Parce que, voilà, on te donne les clés, t'en fais ce que tu veux,
Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais tu fais toujours de ton mieux. Jean-Marc Dupire, qui est maintenant patron de l'ensemble des chaînes, que j'ai laissé là-bas, qui est le patron d'aujourd'hui, c'était mon directeur des bandes annonces. C'était le patron des bandes annonces. D'accord. Tu vois, quand je suis parti. Et j'ai dit à ces deux couillons de Michael Sportouche et d'un autre gars, j'ai dit, pour pas couler complètement la chaîne, le seul qui s'intéresse à l'antenne de Game One ici, c'est Jean-Marc. Écoutez ce qu'il vous dit. Ça a bien réussi puisqu'aujourd'hui, les patrons de l'ensemble des chaînes de Viacom France, Nickelodeon, Paramount, etc. Et je suis très fier et très heureux pour lui. Mais voilà. Et c'est pas parce que c'est un pote que je fais de la langue de bois. Mais Jean-Marc, et donc tu te doutes bien que je suis en contact avec lui régulièrement, Jean-Marc, il fait avec ce qu'on lui donne, aussi bien catalogue que budgétairement. Après, il y a des directeurs des programmes par chaîne, c'est des choix éditoriaux. À titre personnel, je te mentirais de te dire que je les comprends. J'ai pas à les valider, tu vois, c'est là où c'est compliqué pour moi, parce que c'est comme si là tu fais l'interview d'un mec qui était à la télé à la même époque que moi et qui dit ouais, bah tiens, je vais te raconter une anecdote où je me suis fâché avec un grand patron de CanalSat à cause de ça. Je vais te prendre cet exemple et comme ça tu auras une anecdote en plus. Super. C'est Alexandre Michelin qui est très connu, qui était devenu après patron de France 5. Alexandre Michelin, il était patron de Canal Satellite. Donc Canal Satellite, c'était le bouquet qui distribuait les chaînes, d'accord? Et Canal Satellite faisait des études auprès des sondages auprès des abonnés régulièrement, pour prendre l'avis sur telle et telle chaîne, sur ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, etc. Et un jour, on se voit au MIP avec la DG, et Alexandre Michelin me dit, voilà, c'est simple, j'ai regardé, alors, ton public est très très jeune, je dis, ouais, d'accord, mais il y a aussi des jeunes adultes, bon, d'accord, faudrait savoir. Il me dit, ton level 1, il faut que tu le mettes à 16h. Il était à 18h, je ne comprenais pas. Alors je lui dis, mais comment, pourquoi? Il me dit, non, mais tu vois, les enfants sortent de l'école, il faut que tu mettes ça à 16h. Alors je lui dis, déjà, les enfants sortent de l'école à 16h, donc justement, ils sont pas devant la télé. Ok. Bon, et ça commence à m'énerver, tu vois. Et puis d'un seul coup, il me vient un exemple tout simple. Je lui dis, moi, j'achète mon journal, j'achète Le Monde tous les matins au kiosque en bas de chez moi, d'accord? Et il y a le dessin de Plantu en première page, d'accord? Imagine le kiosquier, il va voir le patron du journal Le Monde, le kiosquier, et il lui dit, tu sais ton Plantu, j'ai parlé avec des gens, tu devrais le mettre à la 4e page. Qu'est-ce qu'il fait le patron du Monde? Le mec l'a très mal pris parce que il avait une place totalement légitime, mais à mes yeux, moi, patron de ma petite chaîne, le mec qui m'annonce des courbes d'audience où ça marchait mieux, ok, mais qui vient de me dire comme ça de façon péremptoire, ton émission tu la mets à 16h alors que la grille, l'analyse de la grille, c'était mon quotidien, ma vie, je l'ai mal vécu. C'est pour ça que depuis, j'ai beaucoup de mal j'ai un avis que je garde pour moi, mais publiquement, te dire, par exemple, Samantha Hoop, j'adore, mais le voir sur Game One, non. Mais après, comme je te le dis, on fait avec ce qu'on a à un instant T, tu vois. Donc, mon avis, c'est qu'effectivement, ça s'est très éloigné du jeu vidéo, que malheureusement, en plus, il y a des choses qui ont avancé depuis, que ES1 sur le e-sport et le gaming est maintenant présent, et c'est pas parce que c'est Webedia, mais forcément, je viens de passer un sacré temps chez Webedia, et j'ai vu comment ça marchait, et j'ai vu des audiences, et même le stream sur Twitch fait des audiences beaucoup plus fortes que la moyenne des chaînes thématiques en France, faut le savoir quand même, hein, tu vois. Donc, il n'ait pas pris le temps de voir cela, et je le reproche pas à Jean-Marc, c'est des choix stratégiques qui se font au niveau de Viacom global, et puis c'est des histoires de ressources, de moyens. Là, je te parle même pas du Covid, dans les conditions dans lesquelles mes amis de chez Viacom travaillent aussi. Donc, avoir un regard sur Game One aujourd'hui, écoute, je vais faire une synthèse alors que j'ai été très long. Je suis très heureux que Game One soit toujours là. Je veux que Game One vive très très longtemps, et je veux que Game One vive très longtemps. Elle arrive à s'adapter plus. On était quand même précurseurs, toutes nos émissions étaient sur le net à l'époque où quasiment personne ne venait sur le net et on n'avait encore même pas la DSL. On a perdu ce retard pour des raisons d'actionnaires, de changement d'actionnaires, de moyens. C'est dommage. Mais ce que je pense, c'est que Game One doit, alors, je fais partie de ceux qui ont créé, donc c'est normal que je dise ça. Mais Game One doit vivre, mais Game One, je pense, doit ajuster sa cible, quelle qu'elle soit. Mais tu peux pas t'appeler Game One et faire, alors que c'est moi qui ai ramené la Japanime sur Game One quand même, hein, ça j'y tiens beaucoup avec Cowboy Bebop, Lane, toutes les soirées, Nadia qu'on a remasterisé, les omnibus, etc. Donc c'est pas une critique, mais je veux dire, déjà lancer G1, ce qui est une balle dans le pied, et puis après on a G1 plus
Game One avec de la Japanime en volume de grille, ça doit représenter, je sais pas, 70%, je pense. Tu vois? Donc, je souhaite que Game One vive. Ça, c'est sûr et certain, vraiment. Ça, c'est pas de la langue de bois, c'est de l'affect. Et c'est pas juste pour le boulot de mes potes, parce que des vrais potes là-bas, il me reste Marcus, Jean-Marc et peut-être deux, trois techniciens qui restent. Mais pour le principe même de la première, on est la première chaîne européenne, alors après française de jeux vidéo, encore vivante 23 ans après. J'aimerais que ça dure un peu, mais que j'aimerais qu'elle arrive, si elle s'en donne les moyens et si elle en a envie, parce que je n'y suis pour rien et je suis pas actionnaire, qu'elle s'en donne les moyens, quoi. Voilà. Et pour terminer, j'aimerais que vous nous donniez un programme, le programme que vous êtes le plus fier d'avoir lancé sur Game One, parce qu'on a parlé de plusieurs programmes cultes, vous avez parlé de At Game One, de Level One, bien sûr, qui existe toujours d'ailleurs sur Game One. C'est quoi le programme qui est revenu, exactement? C'est quoi le programme dont vous êtes le plus fier? C'est une putain de colle. Bah oui, parce que moi, directeur des programmes, enfin, le directeur des programmes crée tous les programmes qui sont à l'antenne. Alors, il n'est pas tout seul. Il dit à des gens, proposez-moi des idées. Sauf que nous, on n'avait pas de producteur externe, on faisait tout ça à la maison. Donc, j'ai à peu près ajusté, retouché le tout. Donc, à un moment donné, là, c'est impossible, je pense. C'est impossible. Je suis très fier d'avoir lancé la Game Zone. Je suis très fier d'avoir développé les Level One et les pousser à un rythme quotidien, puis des spéciales avec les invités. Je suis extrêmement fier de At Game One, qui a été mon premier bébé en tant que réalisateur, pas directeur des programmes. Je suis très fier du non-sens qu'il y avait dans Dawa. Enfin, tu vois, je peux pas. C'est un ensemble. Vous êtes fier de beaucoup de programmes. Si, je vais te répondre. Je suis très fier qu'on ait réussi à faire le lancement en direct pour la première fois chez Game One et avec un duplex de la PlayStation 2 au Virgin Megastore il y a 25 ans, je crois. C'était au mois de novembre, ça a fait 25 ans. J'en suis extrêmement fier parce que tu sais pas dans quelles conditions on l'a fait. On avait peau de balle et j'ai eu droit à ma caricature dans Charlie Hebdo que j'aime d'amour et j'ai eu droit à la chaîne. Je m'aime beaucoup, mais c'est pas que ça. Et on a eu droit à la caricature dans Charlie Hebdo et on a eu droit à des interviews. Tous mes petits camarades journalistes ont été interviewés par tous les médias français de l'époque, tous les JT, France 3, TF1, iTélé, etc. Ah oui, et puis on imagine que c'était un événement autrement plus important qu'aujourd'hui à la sortie de la PS5, puisque la PlayStation 2 a été une console encore plus révolutionnaire à l'époque. Ben, je te dis, c'est une des rares fois où mon téléphone a autant sonné pour des demandes d'interview de mes journalistes, de mes équipes. C'est la première fois que j'ai travaillé avec la direction technique de Canal+, parce que on avait fait un deal avec Télévision qui avait des super camionnettes toutes neuves, mais qui ne passaient pas pour envoyer le signal sur un satellite à cause des immeubles sur les champs. On a fait un commando, on envoyait le signal au siège à Boulogne depuis un 4x4. Bertrand Jouvray s'est démené comme un fou. Laurent Patureau, cadreur GRI, brillant, s'est mis au milieu de la foule. Et puis cette foule au Virgin Megastore que j'aimais tellement moi en tant que consommateur visiter. Ce truc événement. Après il y a eu des nanas qui se sont évanouies, il y a eu des mecs qui se sont foutus sur la gueule. Mais bon, ça a pas fini en bain de sang. Il y avait des agents de sécurité et tout ça. Et évidemment que ça créait un tel truc. C'était vraiment un moment de fierté parce qu'on a fait 2 soirées spéciales. Les gens l'oublient, mais on a fait le soir à minuit avec l'ouverture des Virgin. Donc on a pris antenne, je crois, très tôt pour garder l'antenne jusqu'à minuit et demi. Et le lendemain à 20h30, on a fait encore une émission d'1h30 où on était les premiers, grâce entre autres à Alex Pilote avec les jeux importés qu'on avait eu en amont, à avoir des avis réels et tranchés sur les premiers jeux qui sortaient, avec Alex Nassar en plateau aussi, avec Hughes. Voilà, tu me demandes, le truc dont je suis le plus fier, c'est d'avoir ficelé ce truc-là avec un budget vraiment totalement ridicule. Vraiment, quoi, tu vois. Bah, ça donne envie, en tout cas, de revoir les images. Et je sais que, justement, sur votre web télé, la télé de Jean Pat, vous ressassez comme ça tous les souvenirs, et notamment à travers plein d'archives que vous avez. En gros, qu'est-ce qu'on retrouve sur la télé de Jean Pat? Alors, avec courtoisie, mais je vais te reprendre, je ressasse pas. Ce qui est derrière est derrière.
je fais revivre et j'apporte mon témoignage d'insider sur des moments forts de la télévision. Donc ça s'appelle la télé de Jean Pat, sur Twitch, c'est Twitch/Jean Pat. Je me fais ma pub. Et en gros, l'idée, c'est, plein de téléspectateurs savaient que j'avais ces archives, si tu veux, cette histoire de bêta qui ont été virées. Mais j'avais pas trop les moyens. Donc on s'est monté en mode associatif. Donc c'est les téléspectateurs qui cotisent à l'association. Il y a un portail Hello Asso et ça me permet de financer, parce que c'est cher, de numériser les bêtas. Et donc on fait des rendez-vous. Je te cacherai pas qu'avec le confinement et puis avec les choses le travail que j'ai eu chez Webedia, avec le confinement, j'ai pas fait de télé de Jean Pat depuis le printemps dernier. Mais en gros, le rendez-vous que je vais reprendre là, d'ici fin janvier, début février, on survole un peu l'histoire. Humblement, je dis, c'est mon histoire de la télévision, c'est-à-dire que je parle autant de ce que j'ai vécu à Canal, avec les nuls, et puis après avec Game One, avec ces 2 points aussi, puis après ça viendra le temps d'AB, et puis je parle aussi de la télévision que j'ai connue, etc. Mais en gros, sur la télé de Jean Pat, on revoit ces moments. Alors, encore un petit scoop, je vais avoir plus d'invités que les fois d'avant au fil de l'année. Malgré le confinement, on va essayer de faire des choses avec les anciens animateurs, que ce soit Alex Nassar, Bertrand Jouvray, peut-être Ed Didou, Juliette et tous les autres. On va se remémorer, mais voilà, pas ressasser. Je trouvais que c'était négatif, c'est pour ça que je t'ai repris, Thomas. C'est un méchant, mais bien sûr, aucun problème. On dirait le vieux schnock qui est au fond de sa cave. Moi, je suis encore en pleine vie, j'avance sur plein de projets. Et tu sais, pendant 1 an, justement, j'avais coupé avec tout ça parce que les gens ne me parlaient que de Game One et je trouvais ça pas cool parce que j'étais encore relativement jeune et que je fabriquais des trucs, je créais NT1 et c'était un peu vexant quand t'es créateur de rester sur un sujet. Aujourd'hui, putain, j'ai mon alarme, j'ai une sonnerie à la même heure tous les jours qui est en train de me sonner dans les oreilles, pardonne-moi. Voilà, est-ce que tu m'entends toujours? Voilà. Et on donc, toujours. La télé de Jean Pat, c'est ça, c'est revenir. Je donne un supplément d'âme, c'est-à-dire on se tape un kiff en revoyant l'archive du Level 1 qui va bien. J'ai des images aussi de coulisses. On essaie de fêter les anniversaires. Là, il va y avoir celui de la Game Zone qui a été créé il y a 20 ans, dans pas longtemps, je sais plus la date. Et puis, on parle avec ceux qui ont vécu ce moment-là et on prend les témoignages des téléspectateurs. C'est riche, c'est marrant, c'est la télé d'aujourd'hui. C'est pour ça que, au moins, je suis dans l'air du temps. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert Twitch et c'est un kiff absolu. C'est mon nouveau kiff. Cette interaction possible ou pas. C'est ça qui est intéressant avec Twitch. C'est qu'effectivement, tu peux dialoguer avec tes viewers, la communauté qui vient de voir, mais tu peux aussi leur raconter une histoire. Et puis si ça leur plaît, ils te font des subs et puis ils restent là. C'est cette richesse de mêler la modernité et puis raconter aux gens que et puis voilà, Level 1, c'est l'ancêtre du let's play qui a explosé sur YouTube, etc. Mais il y a plein de formats auxquels j'ai participé qui sont l'ancêtre de choses qui aujourd'hui semblent évidentes. Je trouvais ça marrant, à la demande des téléspectateurs, de pas garder ça pour moi et de me taper des petites soirées rigolotes avec des émissions qui vont devenir de plus en plus thématiques. Il y aura des trucs spécifiques sur les habillages télé, spécifiques sur toutes les autres chaînes thématiques, puisque il y a eu plein de chaînes. Moi, c'est ce que je dis aujourd'hui, ceux qui sont youtubeurs, Twitchers, tu les appelles comme tu veux, ont grandi au sein des chaînes thématiques, Canal Jimmy pour les plus anciens, Canal J, plein de chaînes thématiques ou MCF ou des choses comme ça qui ont, je vais dire on, comme ça on dira pas que je parle de moi. Les chaînes thématiques, on a donné le là d'un nouveau ton de la télévision comme Canal a donné un nouveau ton quand elle est arrivée. Tu vois, une manière de fabriquer un truc un peu bout de ficelle mais qui finalement plaît aux gens. Nous, on a participé de ça. Twitch, c'est un peu l'enfant légitime de ce nous on a fait, nous tous, pas que Game One, mais nous tous sur les chaînes thématiques. C'est un peu l'enfant légitime de toute cette manière de faire la télé thématique qu'on a fait dans les late 90, début années 2000. En gros, voilà quoi, ce que c'est que la télé de Jean Pat. Ça donne envie. Fatigue, hein. Qu'est-ce que je parle, Thomas? C'est pas possible, je suis désolé. Mais non, mais au contraire, ça nous fait plaisir. On sera au rendez-vous de la télé de Jean Pat. On a hâte de découvrir toutes ces archives et toutes vos anecdotes. Un grand merci, Jean Pat, pour nous avoir accordé cette interview, la première de Media Story, de nous avoir offert tous ces souvenirs et toutes vos anecdotes. C'était passionnant. C'est très gentil à vous. Merci d'écouter un vieux briscard et ces vieux souvenirs. Non, mais moi, je réponds présent parce que tout ce qui parle de Game One et qui rappelle aux gens qu'on est la première chaîne, enfin, j'y suis plus, tu vois, je dis on encore, que Game One est quand même la première chaîne de télé des jeux vidéo et qui a ouvert la porte à tout ce qui se fait aujourd'hui sur le digital, je dis oui, quoi. Donc, et puis vous avez l'air plutôt sympathique, donc c'était vachement bien. Merci en tout cas à vous.
Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, à bientôt pour un nouveau Media Story, et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature, ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de Podcut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de Podcut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de Podcut. À très vite!